à tous, nous sommes sur l'invité et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Eugène Dosoumou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue madame. sur nos plateaux. Vous avez été secrétaire général du gouvernement. Vous êtes acteur politique. Vous avez été 2 fois sous-préfet sous le président Mathieu Kérékou. Vous avez été également coordonnateur d'un programme lié à la communication à la Maison des collectivités locales et directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. Bienvenue donc, comme je le disais, sur nos plateaux pour conduire l'entretien. Kader Achirou, vous êtes avec moi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nadège, Eugène Dosoumou, bonjour. Comme l'a évoqué tout à l'heure Nadège, vous avez participé activement à la gestion des affaires de l'État au Bénin. Alors dites-nous aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la gestion des affaires étatiques aujourd'hui à l'aide du nouveau départ de la rupture du Bénin révélé? Bonjour, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de parler un peu dans ce studio. Je voudrais également saluer les spectateurs et me permettre de rectifier quelque chose dans ma présentation tout à l'heure. Ce n'est pas la direction générale de l'autorité de régulation des marchés publics, mais le président de l'autorité de régulation des marchés publics. La nuance est importante parce que il y a 2 structures que les gens ont tendance à confondre. Il y a la direction nationale de contrôle des marchés publics. Effectivement, logé au ministère. Logé au ministère, exactement, madame. Et puis l'autorité de régulation des marchés publics ayant à sa tête un président. Ok, d'accord. On revient à la question de Kader Achirou. Alors, par rapport à la gestion des affaires de l'État sous le régime du président Patrice Talon, quelles sont vos impressions à ce effet? Pour mes impressions sont bonnes. Je sais... Le pays est bien géré? Je n'irai pas tout de suite vers cette affirmation pour dire que le pays est bien géré. Tout dépend des citoyens. C'est vrai que j'en suis un, mais je suis également un acteur politique. J'ai eu à collaborer à la gestion des affaires de l'État. Et par rapport à ça, je sais que ce n'est pas une chose facile. Je sais aussi que actuellement, le gouvernement est en train de faire des réformes. Les réformes sont toujours difficiles pour les populations. Et quand il y a réforme, il y a forcément des résistances. Et tout dépendra de la capacité du régime à instaurer le dialogue avec tous les acteurs, aussi bien les acteurs politiques, les acteurs sociaux, et ainsi de suite, pour pouvoir faire en sorte que les réformes introduites soient des réformes qui soient comprises. Donc, ce n'est pas évident, dès l'entame de penser que toutes les populations, tout le monde, tous les acteurs puissent comprendre tout de suite ce que vous voulez faire. Donc, c'est par rapport à ça que il vaut mieux attendre de voir les effets des réformes, puisque le chef de l'État, à plusieurs reprises, nous a dit que les réformes vont produire leurs effets dans un certain laps de temps. Je préfère, pour ma part, attendre et voir comment, au bout de ce temps qui a été fixé, voir les effets afin de pouvoir apprécier. Monsieur Eugène Dosoumou, lorsqu'on a été comme vous 2 fois secrétaire général, quand vous avez été secrétaire général adjoint du gouvernement, après secrétaire général du gouvernement, et que maintenant tout a changé, on se sent comment? On s'ennuie un peu? Vous occupez votre temps à faire quoi? Oui, c'est vrai parce que... non, c'est vrai, madame, que quand tu as été secrétaire général sollicité, comme on a été sollicité en notre temps avec le président Yahi Boni, qui, vous le connaissez, très très actif, c'est difficile de tomber immédiatement dans le repos. Mais écoutez, je ne me repose pas pour autant parce que, comme je vous ai dit, je suis un acteur politique. Je continue d'animer la vie politique avec les collègues. Mais j'ai aussi certaines qualifications dont je fais profiter la jeune génération. Et
disons, dans un certain échange avec la jeune génération, j'apprends aussi. C'est pour vous dire qu'il y a un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur avec qui je collabore, je dispense des cours et puis je prends des informations aussi. Donc vous ne vous ennuyez pas. Je ne m'ennuie pas pour autant. Alors pour revenir au sujet, au débat, par rapport, vous avez évoqué tout à l'heure les réformes du président Patrice Talon. Au nom de ces réformes figure le recensement administratif à vocation d'identification de la population, le RAVIP, qui est quand même une réforme d'actualité aujourd'hui. Ça démarre le 1er novembre prochain. Alors qu'en pensez-vous de cette réforme, de ce recensement? D'abord, il faut dire que je salue l'initiative. Pourquoi? Parce que quand vous avez été sous-préfet comme j'ai été, et que vous connaissez l'état de notre état civil, vous êtes obligé de reconnaître qu'il y a quand même quelque chose à faire, une réforme à introduire au niveau de notre état civil. Je vous invite à aller dans nos communes aujourd'hui, visiter les services d'état civil dans nos communes. Vous verrez que l'état civil dans notre pays nous interpelle. L'état dans lequel se trouve notre état civil aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit capable de retrouver son acte de naissance à la seule demande introduite par l'intéressé. J'ai vécu la situation parce que il fut un moment où l'état civil a fait même l'objet de beaucoup de fraudes de la part de certains acteurs. Ça, je peux vous le dire et vous le confirmer. Des gens qui, peut-être, n'avaient pas d'acte d'état civil, qui du jour au lendemain ont senti le besoin d'en avoir, soit parce qu'ils n'avaient pas été enregistrés à la naissance, et au moment où les enfants devraient aller à l'examen, il y a eu un besoin d'acte de naissance, eh bien, le premier maire, comme on les appelait à l'époque, qui aujourd'hui c'est des chefs d'arrondissement, mais du temps où nous étions sous-préfets, c'était des maires de communes. Alors, certains maires qui sont totalement illettrés, ils entrent dans les registres d'état civil, ils altèrent, j'allais dire, ils déchirent des feuillets, ils les remplacent et vous consultez les registres d'état civil, vous avez pitié des citoyens. Ça, c'est une première chose. Alors, qu'il y ait une initiative pour corriger ça, on ne peut que saluer. La deuxième chose, nous avons quand même besoin d'avoir une idée précise, les statistiques dans notre pays. Aujourd'hui, quand on dit les Béninois, ça fait 10 millions d'habitants, parfois je me dis, sur la base de quoi? Parce qu'on fait les recensements des populations, les recensements généraux des populations et de l'habitat. Parfois, l'INSAE n'a pas les moyens de recenser tout le monde. Et il y a des recensements, excusez-moi de le dire comme ça, des recensements entre griffes fictifs. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Ce que j'insinue, merci, c'est qu'il y a... C'est d'abord des estimations qu'on fait. On se dit, sur la base de certains coefficients, les habitants de telle localité étaient tel nombre, eh bien, qu'on ait pu recenser tout le monde ou qu'on n'ait pas pu les recenser, on affecte un coefficient. On fait une estimation? On fait une estimation, on affecte un coefficient au nombre qu'on avait enregistré entre-temps, et puis on se dit, voilà le nombre que ça doit être. C'est pas que moi, il m'est arrivé de constater que certains quartiers, quand j'étais dans ces fonctions-là, certains quartiers de ma juridiction n'ont pas été recensés. Mais on a quand même donné un chiffre pour cette population. Je me dis, mais où est-ce qu'on a trouvé ces chiffres? Bon. Ce qu'on pourrait souhaiter pour la fiabilité, la crédibilité de l'opération,
c'est que les techniciens prennent le temps de faire véritablement le travail. De faire véritablement le travail. Parce que c'est d'autant plus important que c'est grâce aux statistiques qu'on peut s'asseoir et élaborer de véritables programmes de développement. De véritables programmes de développement. Sinon, le reste, ça ne va être que des... Vous pensez qu'il y a une campagne d'intoxication qui a été organisée ces dernières semaines contre le Ravip, contre Safran. Il y a une inquiétude au niveau de Safran, l'implication de Safran. Par rapport à Safran, quand vous percevez donc cette campagne d'intoxication qui a été lancée partout dans les rues de Cotonou, on voit des affiches. Bon, par rapport à l'opération Ravip, moi je sais que c'est une bonne initiative. Maintenant, les acteurs. Quelle crédibilité accorder aux acteurs? C'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a des problèmes. Safran, je ne connais pas Safran. Il m'est difficile de juger Safran ou de ne pas juger. Seulement, par rapport aux informations qui circulent, je ne sais pas, c'est un cabinet, je crois. Ce cabinet, suivant ce que certains disent, ne serait pas très indiqué n'aurait pas bonne presse à cause de certaines expériences qui auraient été effectuées dans certains pays. Je n'ai pas eu les moyens de vérifier le bien fondé de ces informations. Donc il m'est difficile vraiment de juger des acteurs qui doivent faire le rap. Mais le Ravip est une bonne initiative, c'est le plus important. Le Ravip en lui-même est une bonne opération et je ne sais pas combien de personnes qui, ayant fait la petite expérience que j'ai faite et dont je vous ai parlé, concernant l'état civil, peut me dire que le Ravip n'est pas une bonne opération. Mais est-ce qu'il fallait forcément introduire Safran, une société qui est déjà polémique dans la compétition des Ravip, qui est une initiative porteuse d'avenir? Bon, je ne sais pas dans quelles conditions Safran a été introduit. Est-ce qu'au moment où Safran a pris, disons, cette opération, est-ce qu'il y avait déjà cette réputation sulfureuse? Ça, je n'en sais rien. On va attendre de voir un peu comment ça va se passer l'opération. Je ne suis plus à l'opération. Pour savoir comment cela se passe. Enfin, comment ça s'est passé. C'est d'ailleurs ces derniers temps que moi j'ai appris qu'il y a... Vous n'avez jamais connu Safran par le passé? Safran, j'en ai entendu parler lorsque les Kenyans ont eu des difficultés. On a dit c'était l'opérateur Safran. Parce que Safran est venu au Bénin. Peut-être que je n'en aurais jamais entendu parler si, entre-temps, Safran n'était pas au Bénin et qu'il s'est arrêté tout simplement au Kenya. Mais il faut dire que il faut relativiser quand même les choses. Si Safran, j'estime, je me mets dans l'hypothèse même que Safran aurait commis certaines erreurs qui ont permis des fraudes. Safran peut prendre conscience de cette situation et corriger, et se corriger, et corriger peut-être. Peut-être c'est dans les matériels utilisés qu'il y a eu quelques insuffisances. Maintenant, que des gens en parlent et qu'on dise c'est intoxication, moi, je suis un peu méfiant par rapport à la terminologie intoxication, parce que pour peu que tu dises que tu n'es pas pour telle ou telle chose que le gouvernement a fait, tout de suite, tu es déjà intoxicateur. Non, nous sommes tous au Bénin. Chacun, et ce n'est pas pour rien qu'on a lutté pour avoir la liberté d'expression. Je ne serais peut-être pas ici si, entre-temps, des gens n'avaient pas lutté pour que la liberté d'expression soit effective dans une réalité dans notre pays. Donc, à partir de cet instant, si des gens font des analyses, j'ai entendu dire qu'il y a un spécialiste, un Béninois spécialiste des questions d'identification personnelle qui aurait saisi le chef de l'État. Je pense qu'un tel monsieur que je ne connais pas, j'ai lu ça dans les réseaux sociaux comme c'est la mode
actuellement. Donc j'ai lu ça. Si c'était vrai qu'un tel monsieur a une telle démarche, avouons que c'est une démarche responsable, c'est une démarche constructive, il est préoccupé, il a le souci, et il aurait dit que certains matériels utilisés que safran ne seraient pas de bons matériels et que c'est des matériels qui peuvent faciliter des fraudes. Si c'est vrai, je dis encore, je mets, si c'est vrai, il y a lieu de revoir le marché avec safran pour dire tel matériel utilisé dans telles conditions avait produit tels effets. Nous ne voulons pas de tels effets dans notre pays. Il y a lieu de revoir. S'il y a lieu de revoir le marché pour que ce soit un matériel de bonne qualité, de meilleure qualité, qu'on utilise pour notre cas, pourquoi pas. Mais qu'on dise que tout de suite, un monsieur ayant une telle démarche, avec une telle qualification, fait de l'intoxication parce qu'il n'est pas d'accord. Bon, moi j'ai un peu ce défaut de dire ce que je pense en toute sincérité, quel que soit ce que ça peut coûter. Oui. Et ce n'est pas parce qu'on aurait dit la vérité au chef de l'État que si lui-même a l'analyse, s'aperçoit que ce que tel citoyen dit, sans autre arrière-pensée, est vrai, ce n'est pas pour ça que le chef de l'État va vous prendre comme un ennemi. Mais si il se trouve des collaborateurs du chef de l'État pour dire « Ah non, c'est de l'intoxication, c'est de la désinformation », sans aller au fond de ce que les citoyens sont en train de dire, je trouve que cette façon d'être courtisan du chef de l'État est malhonnête. Pour taire la polémique, déjà, les gens ont déjà communiqué comme quoi le rap ne va pas une finalité électorale. Ce n'est pas que ça ait des finalités électorales ou pas qui est important. On sait que la LEPI, c'est la liste électorale. Ça, on sait, ça, c'est d'un côté. Mais le RAVIP, je vais vous rafraîchir la mémoire. Avant même la LEPI, il y avait ce qu'on a appelé, l'opération qu'on a appelée le RAVEC dans ce pays. Bien sûr. Oui. Le RAVEC avait ses recensements administratifs à vocation d'état civil. Oui. Cela veut dire, si avant, c'était en 2006 déjà, qu'on a commencé par parler du RAVEC, si on a parlé du RAVEC en ce moment-là, concernant l'état civil, et qu'aujourd'hui, on trouve encore nécessaire de parler de RAVIP, des opérations ayant à peu près les mêmes vocations, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au sujet de notre état civil. Et je vous invite, vous qui savez relayer les choses, de vous promener un peu dans les bureaux d'état civil de nos mairies et de faire une projection sur l'état de notre état civil. Et vous comprendrez que toute opération concourant à faire en sorte, à apporter de l'innovation, à faire en sorte que notre état civil soit plus fiable. Parce qu'autour de ça, il y a beaucoup de choses. Hein. Je n'ai pas parlé de sécurité, j'aurais pu en parler tout à l'heure. J'ai dit, en dehors de faire en sorte que notre état civil soit fiable, il y a des questions de développement. Il y a des questions de sécurité qui sont liées à l'état civil. Combien d'étrangers entrent dans notre pays aujourd'hui? Est-ce qu'on sait? Non. Chacun d'eux se promène. Et on n'a pas les moyens de les recenser. Mais le RAVIP dit non seulement je vais donner un numéro aux citoyens, mais je vais également donner un numéro aux étrangers résidents. Il faut qu'à un moment donné, on puisse distinguer ceux qui sont des étrangers de ceux qui sont de véritables des citoyens de ce pays. Et qu'on puisse savoir, à un moment donné, ceux qui viennent, quelles sont les pièces dont ils disposent pour entrer dans notre pays. Il faut qu'on sache. Et lorsqu'ils doivent faire certains séjours dans notre pays,
il faut qu'ils puissent démontrer, enfin qu'ils puissent montrer une pièce qui leur permette, ça c'est dans tous les pays, qui leur permette de vivre dans notre pays, un genre de carte de séjour, je ne sais quoi moi, mais c'est la question de sécurité est une question importante. Importante, tout à fait. Également. Et c'est lié au RAVIP aussi. Voilà un certain nombre de choses, on ne peut pas être exhaustif en matière d'utilité du RAVIP, mais moi, ayant fait l'expérience de l'administration territoriale, je sais ce que c'est et je ne peux pas, pour des questions peut-être d'ordre politique, je n'en sais rien, dire sur un plateau que l'opération n'est pas bonne. Ce serait quelque part moi-même dénier ce que j'ai vu sur le terrain. Voilà. Monsieur Eugène Dossoumo, nous allons à présent parler des réformes engagées par rapport au système partisan. Comment vous appréciez ces réformes? Il faut, merci aussi pour cette question qui est très pertinente et qui est d'actualité, mais qui est une question qui est née aussi au lendemain de la conférence nationale des forces des forces vives qui s'est tenue ici dans notre pays, au PLM à Lédio, en février 1990. Effectivement, au sortir de ces assises, nous avons décrété le multipartisme intégral. Parce que, quoi? Attaché aux libertés individuelles et à la liberté d'expression, il y a le multipartisme qui est attaché à tout ça. Mais pourquoi nous avons opté pour ça? Nous avons opté pour ça parce que nous sortions d'un système de monopartisme, de parti unique. Alors, dans l'euphorie de cette liberté retrouvée, chacun y est allé de ses ambitions et chacun s'est créé un parti. À un moment donné, on a cru devoir, vu la façon dont les partis se créaient au lendemain de la conférence nationale, on a cru devoir aussi penser à disposer d'une charte des partis politiques. Et la charte des partis politiques à l'époque voudrait que, une des dispositions de la charte des partis à l'époque, voudrait que pour créer un parti, tout parti doit avoir d'abord une envergure nationale. Soit. Mais pour que cela soit ainsi, il faut que chaque parti compte au moins 10 militants dans chaque département. Je ne dis pas dans chaque commune, on dit dans chaque département. On connaît le Bénin. Le Bénin, dans les faits, nous sommes les mêmes. Aujourd'hui, là où je suis, j'ai des parents en Atingou, j'ai des parents en Segbana, j'ai des parents partout. Il me suffit de prendre des parents qui existent, de pouvoir compter 10 parents dans un département et j'ai des militants. Donc au total, à l'époque, il n'y avait que 6 départements. Voyez-vous. Et ça veut dire qu'avec 60 militants, j'ai déjà un parti. Un parti politique. Pour ne parler que de cette disposition. Aujourd'hui, que les départements sont démultipliés et qu'ils sont au nombre de 12, le problème n'est pas pour autant réglé. 120 militants. Juste 120 Béninois, chacun de nous peut compter 120 amis béninois. Hein. Et être chef de parti. Donc, je vais dire que, tel que les effets produits par, disons, cette réforme introduite par la conférence nationale et consacrée par notre Constitution, au lendemain, enfin au sorti du monopartisme, bon, c'était a priori quelque chose de bien.
Mais les effets qui ont été produits par la suite, le résultat par la suite, ce n'est pas bien. Regardez pour 10 millions d'habitants, pour 10 millions de Béninois. Aujourd'hui, je crois qu'on compte à peu près 200 à 250 partis. Ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faudrait qu'il y ait une réforme dans ce cadre-là. Et moi, je voudrais j'allais souhaiter que des dispositions soient prises. D'abord, il faut que peut-être le gouvernement initie un projet de loi dans ce sens et peut-être une loi électorale, le code électoral. À partir du code électoral, on peut voir des dispositions pour qu'on aboutisse vraiment à deux blocs. Et peut-être à la limite à 3. Qu'on puisse arriver comme les grandes démocraties. Qu'on puisse dire, ça c'est la droite, ça c'est la gauche, ça c'est le centre. Au plus 3. 3 ou même 2. Ou même 2. Le fameux centre. À un moment donné, les gens vont certainement appeler peut-être dans un cadre d'élection présidentielle, si après le premier tour, il y a un second tour, les gens du centre vont certainement être amenés à verser leur voix, soit pour le candidat de gauche, soit pour le candidat de la droite. Mais dans le cadre des législatives, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, où la transhumance est de mise, ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Les députés qui, au gré des enjeux et de leurs intérêts, peuvent facilement quitter le parti qui les a fait élire, ou bien l'alliance de partis qui les a fait élire, pour aller vers une autre alliance, il faut avouer que ce n'est pas bon et ça ne promeut même pas la bonne moralité. L'éthique, merci. Ça ne promeut pas une éthique politique. Et la jeune génération regarde ça. Alors si, dans ce cadre-là, il peut y avoir une réforme du système partisan, ça va être salué. Mais ce système, enfin, cette réforme doit tendre vers peut-être au sommet qu'il n'y a que 2 blocs. Cela ne veut pas dire qu'à la base, il n'y aurait pas de parti. Les partis peuvent évoluer. Au sein de chaque bloc, il peut y avoir des courants. Des courants. Ça, vous voyez les grands États-Unis. Quand ils font les élections, à un moment donné, on dit ça c'est les démocrates, ça c'est les républicains. Voyez-vous, c'est quelque chose comme ça que je pense qu'on aboutisse. Je ne sais pas par quelle façon ça va se faire, mais je crois que les Béninois sont suffisamment intelligents. Ça va se faire très vite. Les Béninois sont suffisamment intelligents. S'ils veulent y parvenir, ils y parviendront. Alors, vous-même, vous avez un parti politique? Bien sûr, je suis militant d'un parti politique. Le Phare Alafia, alors, le Phare Alafia. Le Phare Alafia, c'est un parti qui est né en 1994 et qui a pris part, disons, aux législatives de 1995 déjà. Le Phare Alafia, à l'époque, a fait une entrée fracassante à l'Assemblée nationale et pendant près de 10-12 ans, le Phare Alafia s'est affirmé sur l'échiquier national. C'est pas ça qui est important. L'idéologie, voilà, merci. L'idéologie du Phare Alafia, c'est que le Phare Alafia est un parti de gauche, du point de vue idéologique. C'est un parti de gauche, un parti de masse. Dans les faits, comment on le constate? Vous allez voir que contrairement à d'autres partis, qu'on appelle partis élitistes, aux partis de masse,
s'opposent les partis élitistes ou encore les partis entreprises. Dans les partis entreprises, vous constatez que c'est un acteur politique qui a bien voulu créer son parti, qui le finance avec ses propres moyens, qui a la décision. Il est le seul à avoir la décision. À la limite, lorsqu'il décide, il peut inviter les militants, ceux qui lui sont proches, pour les informer. Pour les informer. Mais a priori, bon, c'est lui qui prend des décisions. Il n'en est pas comme ça. Il n'en est pas ainsi au phare Alafia. Au phare Alafia, nous avons un secrétaire général. Et vous allez constater que les partis qui sont nés, les partis élitistes, qui sont nés au même moment que le phare Alafia, ont continué de garder le même leader, le même bureau pendant des années, pendant que le phare Alafia a déjà changé plusieurs fois. Non seulement son bureau, mais également le secrétaire général du phare Alafia. Nous avons commencé à la naissance du phare Alafia en 1994. C'est le ministre Salé de regretter mémoire qui était le tout premier secrétaire général du phare Alafia. Après lui, il y a eu également, un peu à son âme, le secrétaire général Sakakina Jérôme. Après Sakakina Jérôme, il y a eu le ministre Awema qui a été secrétaire général du phare Alafia. Puis l'actuel président de la Cour suprême est passé par là aussi. Le président Ousmane Batoko a été secrétaire général du phare Alafia. Je ne veux pas être exhaustif, c'est pour montrer que dans un parti comme celui du phare Alafia, il y a cette dynamique-là. Mais que devient le parti aujourd'hui? Le parti vit très bien. Bon, je sais à quoi vous voulez en venir. En fait, le parti existe, mais apparu comme n'existant plus pendant un bon moment. Je vous ai dit, pourquoi? Pendant les 12 premières années de son existence, le phare Alafia, jusqu'en 2006, le phare Alafia participait à l'animation de la vie politique nationale. Mais que s'est-il passé? C'est à ça que je vais en venir. À partir de 2006, c'est un nouveau régime qui s'est installé, avec une nouvelle vision. La vision, c'était comme aujourd'hui où on parle comment dirais-je, de la réforme du système partisan. À l'époque, en 2006, je veux dire, il y a aussi une vision dans ce sens. Il faut qu'on parvienne quand même à avoir moins de partis que ce qu'on a. Et ce souci avait conduit les dirigeants d'alors à dire, bon, il faut créer une sorte d'alliance de partis pour ce qui nous concerne. C'était SCBE. Tous les partis qui voulaient venir dedans étaient là. Les forces Corée pour un Bénin émergent, dont le leader charismatique est le président Yahya Boni. Donc, le phare Alafia, dont les tests fondamentaux ont même servi un peu à élaborer ceux de cette alliance, le phare Alafia est allé là, mais a gardé son statut de parti. Et il y est toujours, jusqu'à présent? Non, nous avons fait une déclaration pour dire que nous avons suspendu nos activités. Ça, c'était le 1er juillet 2017. Nous avons suspendu nos activités. Pourquoi? Parce que on était parti sur un certain contrat. C'est le contrat de gestion de pouvoir avec le président Yahya Boni. Je ne vais pas vous cacher qu'en 2006, le phare Alafia avait son candidat. En la personne du secrétaire général d'alors, le ministre Daniel Tawema.
Donc, mais à partir du moment où notre adversaire de l'époque, le président Yahya Boni, nous a dit, venez, faisons ensemble. Mais si vous voulez que nous fassions ensemble, voilà le critère. Vous évoluez dans le cadre des forces Cori pour un Bénin émergent. On y est allé. À la fin, ce n'est pas la fin de l'exercice du pouvoir qui nous a poussé à mettre fin aux activités, contrairement à ce que d'aucuns disent. Parce qu'on n'a pas disparu. On n'a pas disparu. À plusieurs reprises, nous sommes allés voir le président Yahya Boni pour dire on veut quand même se reconstituer en tant que parti. Quand l'autorité analyse les conséquences, peut-être, c'est de bonne foi que nous le disions à l'époque. Mais on n'a pas les moyens de mesurer toutes les conséquences non plus d'une telle décision. Mais lui, à la place où il est, ça peut peut-être créer une friction au sein de l'Alliance si le parti Phare Alafia peut quitter. Ça veut dire que d'autres partis peuvent partir comme ça. Donc, le désir de rester comme d'autres partis, PRD et MADEP, etc., ne nous avait jamais quittés. Donc, voilà pourquoi nous, on a préféré l'alliance à la fusion. Donc, on ne s'est jamais fondu au sein de l'alliance. C'était clair. Rapidement, nous sommes presque à la fin de cette émission. Déjà. Bon, très bien. Les perspectives d'avenir, je crois, s'inscrivent dans le cadre de cette réforme du système partisan. Comme je vous ai dit, la dernière fois, le 23 septembre, le Phare Alafia ainsi que des partis qui, au fil des sessions, se sont reconstitués, mais qui sont partis du Phare Alafia. On s'est retrouvés et comme l'idée était toujours de nous reconstituer, donc le 23 septembre, on s'est retrouvés au Palais des Congrès et on s'est dit, bon, voilà, les cadres réfléchissaient dans le sens de reconstituer le Phare Alafia. Aujourd'hui, et cette reconstitution, c'est pour aller vers cette dynamique qu'appelle de tous ses voeux le gouvernement du président Talon, qui veut introduire une réforme dans le système partisan. Nous aussi, nous en sommes conscients et nous partageons son souci. Voilà, c'est dans cette démarche, nous sommes preneurs de sa suggestion, de la suggestion du président Talon et de son gouvernement d'aller vers la réforme du système partisan. Donc, nous partageons ça et on s'inscrit dans cette approche. Vous avez quels sont vos rapports actuellement avec le président Boni Yahi? Avec le président Yahi, je vais dire que nos rapports sont plutôt bons. Plutôt bons. Vous êtes court à ce sujet? Sans autre forme de commentaire? Quel commentaire voulez-vous que je fasse là-dessus? Je sais que... aujourd'hui, pardon? Les Béninois veulent savoir, il se porte comment aujourd'hui? Comment passe-t-il sa retraite ou peut-être ses vacances? Bon, j'avoue que en début d'année 2017, j'ai pu aller rendre visite au président Yahya Boni pour le saluer et lui présenter des vœux. On a quand même collaboré pendant 10 ans, ce n'est pas rien. C'est beaucoup. Donc c'est beaucoup. Mais depuis lors, j'avoue qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi? Parce que le président, après le pouvoir, il y a d'autres choses. Le président Yahya Boni n'est pas resté tout le temps sur le terrain, il n'est pas resté tout le temps au pays. Je sais qu'il est sollicité. Bon, quand il arrive aussi, beaucoup de personnes vont le voir, je n'en sais rien. Mais moi, je n'ai pas demandé d'audience, je n'ai pas trouvé ça nécessaire.
Il ne m'a pas appelé, je ne l'ai pas appelé. Donc on s'est vu. Il se porte bien, c'est le plus important. Je crois qu'il se porte bien parce que c'est la dernière fois que je l'ai vu, comme je vous le disais. Ça remonte à janvier 2017. Ça fait près de 10 mois maintenant. Donc, à l'époque, il se portait bien. Ça veut dire que sans nouvelle bonne nouvelle, ça veut dire qu'il se porte bien. Exactement. Il se porte bien. Donc, comme entre lui et moi, il n'y a aucune brouille, je préfère dire que nos relations sont plutôt bien. C'est-à-dire que vous pouvez collaborer après pour des challenges futurs en politique. Merci à vous, M. Eugène Doussoumou. Merci Kader Achirou. Mais vous avez quelque chose à dire pour conclure cet entretien? Pour conclure cet entretien, je voudrais vous remercier les téléspectateurs qui m'ont reçu chez eux et dire que vous avez, tout au long de cet entretien, nous avons abordé des questions très pertinentes et d'intérêt national majeur. Par rapport à la question du RAVIP, j'ai dit ce que je pense. Pour moi, le RAVIP, tant que notre état civil est dans l'état où il se trouve, tant que nous ne parviendrons pas encore à sécuriser notre pays comme cela se doit, je pense que le RAVIP, avec ses finalités, est une bonne opération. Maintenant, dans la faisabilité, il peut y avoir de petites questions. Alors, pour ce qui concerne la réforme du système partisan, je pense aussi que c'est une très bonne chose. Et le parti auquel j'appartiens, le Phare à la FIA, s'est engagé dans cette démarche. Je ne sais pas quel acteur politique aujourd'hui ne va pas se sentir mal à l'aise par rapport à 250 partis pour à peine 10 millions d'habitants. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Eugène Doussoumou. Kader Achirou, merci. Je vous rappelle que l'invité du jour a été secrétaire général du gouvernement sous le régime du président Boni Yahi. Il a été 2 fois sous-préfet également sous le régime du président Kérékou. On retiendra de cet entretien que le RAVIP est une bonne initiative. Eugène Doussoumou a également indiqué que si le gouvernement pouvait initier un projet de loi par rapport au système partisan, ce serait effectivement une très bonne chose. Merci à vous tous merci à vous tous, merci à tous et à toutes, et puis très bon dimanche, au revoir.